démarrer la production. Et donc, je suis embêté, je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas vu les griefs. Quant à la conclusion, demander le départ de la DG que je suis, je leur laisse la responsabilité de leur déclaration et attendons que le chef de l'État qui nomme et qui relève soit informé de ce qui se passe. Parce que c'est quand même étonnant que la commission est en train de travailler. L'audit est en cours. Comment est-ce qu'on a déjà dévancé l'audit pour dire le DG gère mal? Il a géré quoi? C'est quoi alors pourquoi l'audit est là? Si la délégation syndicale avait déjà fait son audit, est arrivé à la conclusion que le DG gère mal, il doit partir. C'est très étonnant et surprenant. Ça laisse beaucoup de supputation là-dedans. Est-ce que c'est signataire de ces signataires? Parce que je ne veux pas mettre au banc d'accusation le syndicat. Non, je vais indexer ceux qui ont signé cette lettre. Est-ce qu'ils ne sont pas des connivences avec ceux qui tirent les ficelles derrière? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de cette commission d'audit. Il est étonnant de savoir, d'entendre dans les réseaux sociaux et en dehors, dans l'opinion publique, tout ce qui se passe à la commission. Et pourtant, c'est un travail interne, ça devait rester à la commission. On est au courant de tout ce qui s'est dit là-bas. Et donc, on peut se demander si ces membres, les signataires de cette lettre, que je n'ai pas encore reçue officiellement, s'il n'y a pas une connivence quelconque, s'il n'y a pas derrière tout ça une main noire qui tire les ficelles. J'ai tendance à le croire, mais je ne vais pas tirer ma conclusion de cette manière-là. J'ai dit, ceux qui ont signé cette réclamation adressée, je ne sais à qui, ils auront peut-être la réponse qu'ils attendent du chef de l'État, c'est-à-dire qu'on déplace la DG et qu'on nomme quelqu'un d'autre. Peut-être un des syndicalistes qui est prêt à diriger la société et qui va la diriger mieux que M. Kabanda. Dernière question. S'il vous plaît, M. Jean-Baptiste, je sais que vous avez plus les 5 questions. Nous allons revenir vers vous. Soufflez que les autres posent des questions, on va revenir. Merci. C'est vraiment des déclarations fantaisistes. Les gens qui disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas comment l'AMIBA fonctionne. Si ce sont des syndicalistes, alors je suis assez ulcéré de voir que les gens, parce que depuis que je suis arrivé, je prône d'ailleurs une cogestion responsable, c'est-à-dire que les syndicats doivent participer à la gestion. Parce qu'on ne peut pas s'occuper du personnel sans savoir ce que le personnel produit, quels sont ses problèmes, quels sont les problèmes de la direction qui doit s'occuper de ce personnel. Si on ne suit pas, la direction peut justement vous raconter n'importe quoi. C'est que j'ai toujours évité depuis le début, j'invite toujours ces syndicats à une cogestion responsable. Et donc, dire que tribalo-ethnique, je ne sais pas ce que ce mot veut dire, nous sommes au Kasaï oriental. Est-ce qu'il y a combien de tribus, il y a combien d'ethnies? Je ne sais pas. D'abord, je viens de dire qu'on n'a pas engagé. Il n'y a pas de gonflement d'effectifs. Et donc, s'il n'y a pas de gonflement d'effectifs, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Et s'il n'y a pas d'engagement, je ne vois pas comment je vais engager ma famille. Donc, c'est ça. J'ai eu la mauvaise chance d'évoluer à l'extérieur du pays et de ne pas vraiment m'intéresser à cet aspect tribalo-ethnique. Et quand je suis à l'AMIBA, je ne savais pas qui était qui. J'ai dû me fier à mes collaborateurs pour essayer d'avoir des informations de manière objective. Si on doit engager quelqu'un, c'est d'abord le dossier, la compétence qui compte. Et s'il est par hasard de la tribu de qui que ce soit, ça ne m'a jamais intéressé. Donc celui qui dit qu'on a engagé sur base ethno-tribale, d'abord la gestion ethno-tribale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Gérer la société, on gère la société, on ne peut pas se baser sur les notions de tribu et d'ethnie pour gérer une société comme l'AMIBA. C'est un peu... Alors maintenant,
celui qui affirme qu'on a engagé, que le directeur que j'ai engagé, ma famille, il peut facilement le prouver. Il peut venir facilement le prouver. Je ne sais pas s'il y a un Kabanda dans cette société, à part moi. Alors, je vais commencer par les missions. Les uniques missions que le DG a eu à faire, c'est de Mbujimayi à Kinshasa, pour les conseils d'administration ou pour les dossiers importants de la société. Voilà les missions principales. Une seule mission passée à l'extérieur du pays, c'est en Chine. Vous avez eu vent de la mission qui était organisée, que je suis parti en Chine sur l'invitation de la présidence dans le cadre de forum qui a été organisé en Chine sur les opportunités d'investissement d'abord à l'Amiba et ensuite sur l'espace Grand Kasaï. Et je viens de signer le rapport de mission qui est adressé au ministre du portefeuille. Voilà, seule mission à l'extérieur et les retombées sont claires parce que tout le monde a apprécié que je suis le premier à avoir parlé du Grand Kasaï en Chine, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui a jamais fait ça avant moi, en tant que DG de l'AMIBA, évidemment. Et donc, je suis allé là-bas. Il fallait effectivement présenter les opportunités d'investissement à l'AMIBA. Mais comme l'AMIBA a des gisements, des concessions dans les 5 provinces, pratiquement dans toutes les 5 provinces des 2 anciennes provinces du Kasaï, et surtout que parmi le panel de présentateurs qui étaient là, il y avait le gouverneur de l'Alaba, il y avait le gouverneur du Haut-Katanga, il y avait le gouverneur de Kinshasa, et puis il y avait des DG. Pas un seul gouverneur de 5 provinces du Kasaï. Et pourtant, les 5 provinces du Kasaï ont autant de richesses que le Katanga réuni. Et donc voilà, on m'a donné l'occasion de parler de l'AMIBA. Comme je viens de vous dire, les concessions de l'AMIBA sont un peu partout. Cela m'a poussé à parler du Grand Kasaï. Et j'ai présenté les opportunités d'investissement dans le Grand Kasaï. Et les Chinois étaient impressionnés d'apprendre qu'il y a autant de ressources, autant de minéraux, autant de richesses à exploiter dans l'espace Kasaï. Ils venaient de découvrir. Et les retombées, c'est quoi? Je suis rentré avec une vingtaine de cartes de visite des compagnies chinoises qui sont prêtes à amorcer de discussions avec nous, avec, je ne sais pas moi, avec le gouverneur. J'en ai parlé d'ailleurs au gouverneur M. Capo hier. Je lui ai fait un bref compte rendu de ça. Il était d'ailleurs très, très intéressé. Et donc, nous attendons maintenant d'approfondir ces contacts, surtout qu'au niveau national, au niveau du gouvernement, nous avons reçu le courrier, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, où on nous demande, en tout cas tous les participants, d'être prêts avec de projets bancables parce que la Chine a mis un budget de 50 milliards de dollars dans le cadre de la coopération avec l'Afrique, avec la RDC. Et il faudra qu'on fasse tout pour accrocher dans ces 50 milliards quelques contrats, en tout cas, qui peuvent être financés ou qui peuvent être bancarisés. Voilà, pour moi, les retombées sont très positives, très positives. Et donc, les missions, à part cette mission de Chine, je n'ai pas effectué d'autres missions. Et même d'ailleurs, ce n'est pas un secret, parce que le directeur financier peut vous le prouver, la société me doit mes frais de mission. On ne m'a pas encore payé. On ne m'a pas encore payé mes frais de mission. Donc, voilà, je suis quasi le seul des administrateurs qui a des arriérés de frais de mission, alors que tous les autres sont déjà payés. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux missions.
Ah oui, de paiement, de 4 mois de salaire, oui. Mais donc ça, c'est important parce que vous savez que quand nous sommes arrivés, on a trouvé, il y avait 6 mois d'arrière de salaire. Nous avons commencé au mois de septembre-octobre. Le personnel venait de toucher le salaire du mois de mars ou du mois d'avril. Donc, il y avait 6 mois d'arriéré. Nous avons utilisé toutes nos relations, toute notre diplomatie, parce que je vous rappelle que ce n'est pas un véritable salaire, hein. C'est un forfait de survie décidé par le chef de l'État qui a demandé au gouvernement de mettre à la disposition de l'AMIBA, comme l'AMIBA ne produit plus rien depuis un temps, et que le travailleur était toujours là, au poste, il y en a qui continuaient à travailler d'une manière ou d'une autre. Et donc, il fallait mettre à la disposition de l'AMIBA $1 million pour payer de manière forfaitaire les travailleurs. Et donc, là-dessus, il y avait, malgré qu'il y avait déjà des arriérés de salaire, il y avait aussi un retard de 6 mois. Nous avons réussi à combler ce retard au bout de 5 mois. 5-6 mois. Parce qu'au mois d'avril ou mars, les travailleurs de l'AMIBA venaient de toucher leur salaire du mois d'avril. Donc, tout a été comblé. Et avec le gouvernement sortant, le gouvernement Samalou Kondé, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, nous avons réussi à obtenir un paiement régulier jusqu'au mois de mai. Changement de gouvernement. Le nouveau ministre des Finances a payé 1 mois après plusieurs insistances, après plusieurs réclamations. Il a payé 1 mois, le mois de mai. Depuis lors, plus rien. Tout est bloqué. Et nous avons même, à une des réunions ici, le syndicaliste, donc la délégation syndicale, en tout cas à la personne du président, se sont offerts pour que nous fassions les démarches ensemble pour contraindre le ministre des Finances à régulariser cette situation. Parce que ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent de l'AMIBA. Donc on nous donne des avances sur créances. Ça veut dire que l'État nous doit. Au mois de décembre, c'était à peu près 50 millions. Et c'est là-dessus qu'on doit nous remettre un montant à payer aux travailleurs chaque mois. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Et l'explication se trouve aux finances. La société, je l'ai dit, ne produit rien. Nous n'avons pas d'autres recettes que les recettes de la production. Depuis que nous avons acheté les engins, nous avons commencé notre production au mois d'août, qui est encore très précaire et même vacillante parce que le courant, vous avez vu quand vous êtes arrivé, le courant est parti peut-être 2, 3, 4 fois déjà. Parce que le courant nous pose énormément de problèmes. Et donc la production ne suit pas, parce que le courant ne suit pas. Et donc l'AMIBA n'a pas de... Moi, je veux bien payer, je payerai même jusqu'à la fin de l'année, mais ils peuvent me donner l'ultimatum qu'il faut, qu'ils veulent. Je ne peux pas sortir l'argent de ma poche pour payer le personnel 4 mois. Ça va sortir. Ils savent où se trouve le problème. Ils étaient prêts à aller faire ces démarches à Kinshasa il n'y a pas 3-4 semaines. Aujourd'hui, ils croient que le directeur va sortir, le directeur général va sortir de l'argent de sa poche pour payer 4 mois. Ça, c'est du populisme. Et c'est même, c'est pas moi comment qualifier ça. C'est un peu léger de dire que le directeur va sortir de l'argent pour payer 4 mois de salaire alors qu'ils savent d'où vient le problème. Pourquoi ils n'ont pas réclamé les 6 mois avant qu'on arrive? Il y a quelque chose d'anormal. Donc, il y a anguille sous roche. Voilà. Et ça me pousse même à commencer à penser que ceux qui ont signé cette lettre-là, ils ont des arrière-pensées où ils sont manipulés par des mains noires qui les manipulent pour que cette période où l'État a décidé de financer la relance, qu'il y ait des ordres pour que l'État ne donne pas de l'argent. Donc ce sont des gens qui sont contre la relance. Ça, c'est ma conclusion personnelle. Ça n'engage que moi. Mais les faits montrent que si on veut mettre
du désordre dans Miba aujourd'hui, si on veut inciter le personnel à faire du désordre, à abandonner le travail ou à faire quoi, c'est-à-dire qu'on est contre la relance. On est contre la relance. Parce qu'il y a eu des retards beaucoup plus importants que 4 mois. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Seulement maintenant. Donc, les signataires de cette lettre-là, moi, leurs intentions ne sont pas difficiles à dévoiler, ceux qui sont manipulés pour qu'ils puissent jouer le rôle de ceux qui ne veulent pas que l'AMIBA soit relancée, ceux qui veulent tuer l'AMIBA justement pour profiter, ou qui veulent nous décourager pour qu'ils continuent à voler les diamants de l'AMIBA, et peut-être qui croient que les millions, on va les donner comme ça, ils peuvent encore se servir. À moins que ce soit eux-mêmes qui ont ces calculs-là. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Est-ce que vous parlez du document? Est-ce que vous estimez que le DG a rencontré tout le problème de la sélection? Un petit problème, une préoccupation. Dans le même document là, on évoque vos visites à l'usine de triage. Si le DG veut visiter et travailler à l'usine de triage, il doit être accompagné par qui? Parce qu'on dit que vous avez été seul, accompagné d'une personne non identifiée, et c'est de 18h à 20h. Ça me fait rire. Il y a des heures précises, signées dans un document statut par exemple, qui vous donnent des fois les opportunités de visiter cette usine. Bon, je pourrais répondre, c'est une question qui ne demande même pas que je me réfère au document. Parce qu'en tant que gestionnaire, je suis censé visiter tous les coins de l'usine, de la société, pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas, pour dénicher des éventuels problèmes, pour apporter des corrections. C'est ça mon devoir en tant que gestionnaire au quotidien. Je n'ai pas à demander l'autorisation à qui que ce soit. Je vais demander à qui? C'est moi le patron de la société. Donc, je vais demander l'autorisation à qui? Au directeur de sécurité pour aller à la zone de... Il y a un problème. Ou bien au conseil d'administration. Je vais sonner au président du conseil d'administration. Est-ce que je peux aller à la centrale pour aller... Il y a un problème. Mais je vais vous montrer, parce que j'aime parler avec des éléments objectifs. Vous voyez ça? Ça s'appelle Règlement de sécurité, zone haute sécurité de Dissélé. C'est l'article 1er. Au point 1, accès à la zone haute sécurité. Autorisation. Qui sont autorisés à accéder à cette zone? Peuvent accéder à la zone de haute sécurité le personnel MIBA et sécurité extérieure Yévron, ceux qui travaillent là-dedans. Ils sont autorisés à y accéder. Les visiteurs munis d'une autorisation validée, donc valide, dûment datée et signée par le chef du département de sécurité et protection et portant le sceau de qui? De la direction générale. Donc c'est moi qui autorise. Donc le fait de je mettre le sceau là-dessus, j'autorise. Et moi-même, on va me défendre d'aller là-bas. Point 3. Les autres membres du personnel. Le DG est membre du personnel. Il n'est pas en dehors du personnel. Autorisés par la nature de leur fonction. Tous ceux dont la fonction exige qu'ils aillent là-bas, ils peuvent y aller sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Enfin, suivre la procédure. Et donc, moi, en tant que gérant, gestionnaire, ma fonction, la nature de ma fonction, c'est quoi? C'est pouvoir passer partout. Suivre même la production, là. Je dois suivre cette production-là. Et la personne dont on dit que j'étais accompagné, c'est ma secrétaire qui est là. Elle est là. Elle est avec moi partout où je pars. Parce que c'est elle qui s'occupe de mes téléphones, qui s'occupe de... C'est elle. Et donc, je suis avec elle, même dans cette zone-là. Mais elle est fouillée avant qu'elle entre, hein, évidemment. Donc, elle ne peut pas entrer et sortir sans être fouillée. Mais donc, j'étais parti, et heureusement que je suis parti là-bas,
c'était un certain mercredi ou jeudi, je ne sais plus. C'est grâce à cette visite-là que j'ai découvert que la centrale de triage était quasi dans le noir. Parce qu'un local qui a la moitié de ceci, il y avait seulement 2 ampoules qui étaient allumées. Ça m'a tout de suite frappé. Je dis, comment la centrale est dans l'obscurité comme ça? Et donc, j'ai dû remarquer qu'il y avait des ampoules qui étaient grillées. Et le chef de service de s'expliquer, ah oui, on a déjà fait le rapport, on a déjà fait la commande, etc. Deuxième chose, en y entrant, j'ai fait la remarque, mais il fait horriblement chaud dans ce local. Comment est-ce que vous travaillez? Et puis, on s'est rendu compte, au lieu de 2 ou 3 climatiseurs habituels, il n'y avait qu'un seul qui soufflait d'ailleurs dans le vide, qui donnait de l'air chaud. J'ai exigé qu'on règle ce problème, qu'on améliore les lumières. Ce n'est pas tout. Il y a des tables de triage, parce que je regarde, je vérifie tout moi, je regarde. Ces tables, il y avait une opacité, là où les trieurs sont en train de travailler, la vitre était tout flouée là, c'était vraiment flou. Je dis, mais comment est-ce que vous voyez les diamants? Les diamants peuvent aller dans les déchets. Comment est-ce que vous voyez? On nettoie. J'ai donné l'ordre qu'on nettoie. D'ailleurs, ma secrétaire avait noté tout ce que j'avais dicté ce jour-là. Et quand nous sommes passés le jour suivant ou le jour après avec la ministre de Mines provinciale, eh bien, le vitre était clair. Heureusement que j'étais passé par là. Il y avait de la lumière. Voilà. Mais donc, tout ça, c'est pour vous dire que ma fonction m'amène à passer dans toutes les zones de la société, tous les endroits, sans solliciter l'autorisation de qui que ce soit. C'est moi qui donne les autorisations. Pourquoi je vais encore demander l'autorisation de quelqu'un d'autre? Donc c'est du n'importe quoi de dire que le directeur est allé sans autorisation. J'entre même à minuit, je peux y aller seul. Mais à minuit, ce n'est pas possible. Donc le travail s'arrête à 17h. Nous étions là jusqu'à 17h, 18h. Il y a des cahiers. Même moi, quand j'y vais, je mets mon nom, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, signature. Vous pouvez aller vérifier. C'est noté. Et je me soumets à la fouille, à l'entrée comme à la sortie. J'enlève même mes chaussures, hein, parce que le caillou peut tomber dans la chaussure et sortir. Donc je me fais fouiller, comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour la zone de haute sécurité. Le règlement est là où vous pouvez le consulter. J'ai tendance à dire, comme j'ai dit ici pour les 70 millions qui arrivent, hein, mais aussi, j'ai tendance à croire que ce mouvement que j'ai fait dans la zone de triage, c'est ça qui est à la base de cette agitation. Quand nous sommes arrivés ici au mois de septembre, octobre, comme je vous ai dit, j'étais assailli ici par les travailleurs qui demandaient, mais monsieur le DG, il faut changer tout le monde. Il faut changer tout le monde, surtout à la zone de triage là-bas. C'est comme ça que tous vos prédécesseurs ont fait. Même le PCA l'a dit publiquement qu'il avait sorti 160 personnes pour changer quand il était PAD. Il a sorti 160 personnes. Il a changé. Moi, je dis, je ne peux pas changer comme ça parce que les autres l'ont fait. Et puis, quand je vais sortir, je vais mettre qui? Je connais encore personne. Donc, laissez les gens, donner le bénéfice du doute à ceux qui sont là. Laissez-les travailler. Ceux qui sont là, s'ils sont honnêtes, ils savent que je les ai laissés travailler jusqu'au mois de mai ici, sans leur demander quoi que ce soit. Au mois de mai, j'ai décidé, dans le cadre de la relance, qu'il fallait effectivement réajuster les choses. Voilà, on a réajusté dans presque toutes les directions. Mais, comme vous dites, la centrale de triage a été la zone où j'ai reçu des pressions de toutes sortes. Je peux même citer la personne pour laquelle il y a eu des interventions, pour qu'on la laisse là-bas.
Si vous voulez, je cite les noms. Mais je ne veux pas citer les noms. Je ne veux pas citer les noms. C'est une seule personne pour laquelle il y a eu plus de 15 interventions. Ah, il faut laisser cette personne-là, elle a été formée. Je dis non, il y a d'autres personnes qui sont formées. Il y a d'autres personnes qui ont déjà travaillé là-bas. Non, pourquoi? Et surtout que pendant le temps que j'ai laissé ces gens travailler, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait des réseaux, effectivement. Des réseaux bien organisés. Des gens qui travaillaient avec des comptoirs à l'extérieur, qui sortent des diamants. C'est difficile à mettre la main dessus, mais puisqu'ils savent comment ils opèrent. Mais ce n'est pas vraiment pour ça, mais j'ai voulu mettre une nouvelle dynamique dans cette centrale, renouveler l'esprit. Et mon intention n'était pas seulement de changer, c'est d'instaurer une dynamique de changement régulier pour éviter que les gens qui s'habituent là-bas mettent en place des réseaux. Ils peuvent entendre ce que je dis. Ceux qui sont là aujourd'hui seront aussi changés d'ici quelques temps. Donc, il faut qu'il y ait roulement de gens pour que les gens ne s'habituent pas à mettre des réseaux en place pour voler le diamant. Et les résultats de ça, on peut aussi aller vérifier. Eh bien, la qualité de nos diamants. C'est vrai que nous travaillons dans les kimberlites aujourd'hui. La production n'est pas très importante parce que la roche est quand même difficile à travailler. Les engins que nous avons ne nous permettent pas d'aller en profondeur pour avoir le rendement que nous voulons. Mais le peu que nous avons là, la qualité, la quantité de diamants de qualité, dans cette société, on n'a jamais dépassé les 5%, c'est 6%. Et on a aussi déjà travaillé dans le Kimberley. Dans ce massif 1-là, on l'avait déjà travaillé aussi là-dedans. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'on est sur le Kimberley. Non. Mais au jour d'aujourd'hui, le pourcentage de diamants, nous avons atteint 25%. Nous avons atteint le 25%. Et hier, on était encore à 15%. Et donc, c'est-à-dire que la qualité de diamant de qualité, la quantité s'est améliorée, je dirais, grâce à ce changement. Je ne peux pas dire autre chose. C'est vrai que sur Kimberlite, mais la Kimberlite a déjà été exploitée. Ce n'est pas la première fois. On n'a jamais atteint cette quantité-là de diamant. Donc, le changement a été justifié. D'ailleurs, si vous regardez le contrat que chaque agent MEBA signe, à l'article 1, il est dit clairement ceci, que l'employeur peut déplacer l'agent à n'importe quel chantier, à l'autre, à n'importe quel site de la société, à n'importe quel moment. Et l'agent n'a rien à dire. Voilà. C'est ça le règlement. C'est ça le contrat qu'on signe. Et donc, c'est lui qui proteste aujourd'hui, qui veut qu'on le garde absolument là où il est. Il y a un problème. C'est suspect, c'est très suspect. Il y en a même qui ont eu la promotion, mais non, qui veulent seulement rester là où ils étaient avant. Donc, il y a un problème. Voilà par rapport à cette zone centrale. Ce n'était pas un déplacement par plaisir, c'est stratégique. Ça entre dans le cadre de stratégies pour améliorer la production. Voilà. Et protéger aussi la production. Il n'y a qu'un seul message à donner, d'abord aux travailleurs. Je pense que le syndicat est là pour défendre les intérêts des travailleurs et pas pour s'attaquer à la direction générale. Parce que si tous ces griefs qu'on a relevés ici vont dans le sens d'améliorer les conditions des travailleurs, je pouvais comprendre. L'amélioration des conditions de travail du personnel, je pouvais comprendre. Mais quand on regarde de près, ce sont des attaques personnelles, dirigées contre le DG que je suis. On peut se poser la question, quelle en est la justification, quelle en est la raison principale? Pour moi, ce sont des gens qui sont manipulés. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais que je suis obligé de dire par le concours de circonstances.
Parmi les signataires, j'ai la liste ici, parce que je n'ai pas encore vu le document, mais je connais les signataires. Il y en a qui me sollicitaient tous les jours pour leur donner de l'argent. Il y en a à qui j'ai payé le billet entre Mbuji-Mayi et Kinshasa 1 ou 2 fois. Les jours que j'ai, de ma poche, hein, pas de l'argent d'Amiba, de ma poche. Les jours que j'ai dit, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, eh ben, on s'est retourné contre moi. On s'est retourné contre moi. Et donc, il y a des gens qui croient que moi, je pouvais rester dans cette habitude ancienne de soudoyer les délégués syndicaux avec de l'argent, surtout les permanents, là. De donner de l'argent. Je vais avoir cet argent où? La commission d'audit est là. Elle est en train de vérifier tout. Mais si j'avais pris cette habitude de distribuer cet argent comme ça, comment j'allais justifier? J'ai donné aux syndicalistes. Pour quelle raison? Non, c'était qu'on soit honnête. Le minimum que je demande aux gens, c'est d'être honnête. Si vraiment on estime que je gère mal, la commission d'audit est encore là, elle va mettre la main sur la gestion. Mais qu'on tire des conclusions avant même que la commission d'audit ait terminé son travail, il y a anguille sous roche. Soit qu'il y a connivence pour que la commission d'audit dise, voilà, les syndicalistes avaient dit, donc voilà, il y a mégestion. Mais la mégestion ne se décrète pas, elle se prouve. Ça doit être démontré par des éléments objectifs. Et donc, aux travailleurs, je tire leur attention par rapport à cette... On m'a dit que cette délégation syndicale, elle a été élue dans des conditions assez farfelues. Je dis non, ils sont déjà là. Mais il faut veiller sur eux. Parce que quand ils pensent à leur... Ils sont en train de défendre leurs intérêts, c'est dangereux pour la société. On ne défend plus les intérêts du personnel. On regarde son ventre et sa poche. Et c'est dangereux. Et donc, au personnel, soyez vigilants avec vos délégués syndicaux. Vous les avez élus, vous avez le pouvoir d'en faire ce que vous voulez. Donc, au personnel, nous sommes ensemble. L'essentiel, c'est quoi? Nous devons préserver le climat, la paix sociale pour que la relance se fasse. Si vous vous laissez manipuler, il y aura... Vous pouvez aller en grève. Eh bien, le gouvernement ne sortira pas l'argent de la relance. Parce que c'est ça que les gens veulent. À l'Amiba, ça ne va pas, on gère mal, on ne peut pas mettre 70 millions dans ce climat-là. Et il n'y aura pas de relance. Ça, moi, je peux mettre ma main dans le feu, que c'est ça que ceux qui sont en train de faire du bruit, ils veulent freiner la relance de l'Amiba. Et ils ont des agendas cachés. Aux membres du personnel, je demande qu'ils soient vigilants. Parce que nous travaillons tous pour la relance de la société, dans l'intérêt du personnel et de leurs membres de famille, parce que la situation aujourd'hui en Mbuji-Mayi, je n'ai pas besoin de la redécrire plusieurs fois, elle est catastrophique. La misère, elle est palpable. C'est à cause de l'Amiba qui est par terre. Et qui a mis cette Amiba par terre? On peut se poser la question. Ce n'est pas le DG Kabanda, il n'était pas là quand l'Amiba est tombé en faillite. L'Amiba est en faillite. Depuis plusieurs années, il n'y a pas de production. Est-ce que le DG Kabanda était là? Voilà. Au personnel, vigilance. Et nous sommes là en train de travailler pour que la relance soit effective dans l'optique de la vision du chef de l'État qui a mis tous ses efforts pour que ça se fasse comme c'est en train de se faire là. Voilà. Je vous remercie.